de la région Rhône-Alpes qui travaillent auprès des personnes, plus population, personnes âgées, donc qui rentrent dans euh, on va dire, dans leur tranche d'âge, donc plus de 60 ans. Et puis, du coup, plus en GIR 5-6. Ce webinaire a été fait en partenariat avec le CRIAS ELSA, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a fait des points, on a rencontré différents du coup, porteurs de solutions qu'on présentera dans le webinaire. Donc, on l'a travaillé ensemble et puis donc, je présente aujourd'hui le webinaire, mais du coup, je vais laisser Marjolaine se présenter si elle est là. Elle était là tout à l'heure. Est-ce que son micro fonctionne? Marjolaine? Elle n'est plus là, Marjolaine. Elle avait l'air d'avoir un souci de connexion. Ce qu'on va faire sinon, c'est qu'on va commencer. Et puis, du coup, donc aujourd'hui avec moi, j'ai Yannick, du coup, Bonjour. voilà, qui m'accompagne aujourd'hui sur la présentation du webinaire, qui m'aide au niveau de l'animation pour voir aussi vos questions, mettre les liens. Donc, n'hésitez pas du coup à mettre des remarques dans la conversation et du coup, à deux, on fera les retours. Donc, est toujours pas là, Marjolaine? Non. Ok, bon, et bien débute. Alors, pour vous dire aussi, pour les ergots qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas à couper votre caméra parce que vous allez sinon être sur le replay. Vous allez apparaître en vidéo, donc n'hésitez pas à vous couper. Et donc, quand Marjolaine du CRIAS vient, je la laisserai se présenter. Et puis sinon, pendant le webinaire, donc Magali Granier, qui fait partie du coup de Solinov, présentera sa solution durant le webinaire. Voilà. Donc aujourd'hui, la téléassistance active. On a plusieurs objectifs. T'as lancé l'enregistrement? Oui. Oui. Alors, voilà, les objectifs de ce webinaire, il y a une partie donc, de présentation, c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est que la téléassistance, les usages, identifier les critères de choix. Donc, on a réfléchi à se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question. Et puis après, de vous présenter 5 modèles existants. Donc, il y a des modèles où il y a déjà des webinaires qui ont été faits. Donc, je vous remontrerai les liens que vous pouvez utiliser pour revenir dessus. Et puis, donc, Magali Granier qui présentera la solution de Solinov. Donc, ensuite, ce sera une partie de réflexion entre nous. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas si vous avez des retours, si vous avez des expériences autres. Le but, c'est vraiment aussi voilà, d'avoir un partage d'expériences. Donc, on aura aussi une partie sur les limites actuelles de la téléassistance active, c'est-à-dire un peu les retours entre les porteurs de solutions ou des retours d'ergo. Et puis, réfléchir ensemble aussi à se dire, est-ce que la téléassistance, elle peut pas être une alternative à l'utilisation de la vidéosurveillance, qui est du coup un cas d'usage qui peut être rencontré au domicile, notamment par les services de soins à domicile. Oui, alors nous avons Marjolaine qui s'est connectée. Donc, comme je le précisais au début, donc le CRIAS a participé en fait à la création de ce webinaire autour de la téléassistance active. Donc, je voulais laisser la parole à Marjolaine pour qu'elle puisse avoir l'occasion de présenter le CRIAS. Bonjour à tous. Désolée pour le petit contretemps de problème de son d'ordinateur. Je suis une des ergothérapeutes de l'équipe du CRIAS. Donc, le CRIAS, c'est le Centre régional d'information pour l'agir solidaire. Donc, une association qui existe depuis une 60aine d'années sur Lyon et on rayonne sur toute la région Rhône-Alpes. On travaille sur plusieurs champs autour de médico-social, hein, donc du handicap et de la gérontologie. Et principalement, on gère ce qu'on appelle le Centre d'information et de conseil sur les aides techniques, donc le CICAT de la région Rhône-Alpes. Et donc, pour ça, on a un appartement de démonstration à Lyon où on accueille le public, autant les professionnels que les particuliers, pour découvrir des aides techniques, essayer du matériel, des aménagements de logement. On accueille à peu près 1000 visiteurs à l'année dans cet appartement. On fait également du téléconseil et on se déplace également sur la région pour des ateliers collectifs de prévention. Voilà en gros la partie CICAT. Et puis après, au niveau du CRIAS, on fait aussi de la formation sur la manutention pour les proches aidants, voilà, sur différents sujets, sur la prévention par rapport au vieillissement. Donc, on est sur plusieurs champs d'intervention assez larges et variés. Je ne sais pas si je détaille plus ou pas, Céline.
Ça va? Parfait, parfait. Ok. Donc en fait, voilà, avec Marjolaine notamment, et puis du coup les autres ergos, on s'est dit que ça pouvait être une thématique autour de la téléassistance. Je leur ai proposé en fait qu'on travaille ensemble pour du coup avoir un échange et partage d'expériences sur les solutions, et puis avoir l'occasion d'échanger avec les porteurs de solutions. Donc la téléassistance active, donc on va reprendre du coup là où on en était. La définition. En fait, vous avez un système de détection de situations anormales, et donc on le verra, ces situations anormales, elles servent pour deux choses, pour vraiment de la détection de chute, et ensuite pour du repérage de fragilité. Donc c'est une technologie qui est dite innovante, avec une intelligence artificielle pour traiter les données. Et puis, dans le webinaire, là, on verra deux grands types. On a une partie autour de l'actimétrie, c'est-à-dire des capteurs qui mesurent l'activité de la personne. Et puis, un autre principe avec une écoute active de l'intonation de la voix, donc qui sera présenté. Donc, une partie d'actimétrie. En fait, les systèmes d'actimétrie, vous avez toujours le même système. Il y a une partie déclencheur, c'est-à-dire que la personne peut porter un déclencheur, soit un bouton d'appel en bracelet, en collier, ou avoir un système de bracelet ou de collier pour un détecteur de chute. Donc, il y a un élément, voilà, de détection de chute par appel par la personne. Ou par détection automatique de chute, mais voilà, il y a vraiment un système qui peut être porté. Et puis, ce système, s'il n'est pas porté, il y a quand même du coup une possibilité de détection de chute grâce au système de capteurs environnementaux, donc les capteurs optiques, les capteurs de porte, ou du coup le système de micro pour l'écoute active. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a une partie pour les téléassistances avec repérage des fragilités, et une partie avec une application où on voit du coup cette partie repérage des fragilités. L'autre principe, c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, la téléassistance avec l'écoute active de l'intonation de la voix. En fait, c'est un micro qui est intégré au système de téléassistance. Et puis, en fait, il y a un traitement par l'IA qui va permettre en fait, de détecter les signaux de détresse. Donc, ce n'est pas le message en tant que tel, je suis au sol, je suis tombé, c'est plutôt le changement d'intonation, on va dire la détresse, le stress. Donc voilà, il y a toute cette partie-là. Donc là, il n'y a pas forcément il n'y a pas de micro sur la personne, c'est vraiment intégré à la centrale de la téléassistance, et puis on le verra un peu plus loin. Donc la téléassistance, pour quel usage? C'est ce que je vous disais, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie de détection de chute. Donc, en fait, la détection de chute, elle peut se faire par deux manières, c'est-à-dire soit par le dispositif et le déclenchement par la personne, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton, ou par le bracelet de détection de chute. Et puis, il y a le côté capteur actimétrie qui va repérer une situation anormale comme une présence anormale dans la salle de bain. Et du coup, là, ça va entraîner une détection de chute et un appel de la centrale. Et l'autre partie de la téléassistance active qui est souvent mis en avant du coup, par rapport à l'actimétrie, c'est le côté prévention, c'est-à-dire le côté actimétrie qui permet un repérage des fragilités. Donc, par exemple, grâce au capteur, on remarque une diminution des déplacements, donc on peut identifier un éventuel risque de déconditionnement. On évalue une diminution des passages dans la cuisine. Est-ce qu'il y a un risque de dénutrition? Donc, en fait, ça va être tous ces capteurs qui vont permettre en fait, de mettre en avant des risques et de pouvoir, du coup, informer, on le verra de façon différente, soit des professionnels, soit des proches aidants. Donc, on le verra après en fonction des systèmes. Je voulais revenir avec vous quand même sur les types de téléassistance selon les besoins pour déjà recontextualiser et après aller vraiment que sur la téléassistance active. Donc, on a déjà trois grands besoins identifiés, c'est-à-dire les besoins pour l'extérieur, pour les balades, un besoin plus strictement pour le domicile, et puis le besoin d'alerter qui peut concerner le domicile et le jardin. Donc, on a ces trois grands besoins-là, et puis après, bah, du coup, quelles solutions on peut avoir? Il y a la téléalarme mobile, les téléalarmes classiques, et puis donc la téléalarme dite active. Donc, on va voir un petit peu, du coup, ces différents systèmes.
Les téléalarmes mobiles, en fait, ça répond aux besoins effectivement d'alerte pour les balades, pour l'extérieur. Et en fait, vous avez donc, je vous ai remis là, en fait, c'est les systèmes qu'on voit actuellement chez les téléassisteurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez avoir un système là comme le petit boîtier en haut à droite, là, blanc avec le bouton bleu. Donc, ça s'appelle, c'est le Luna, et c'est un boîtier qui existe, c'est une solution, mais en fait, vous pouvez le retrouver chez plusieurs téléassisteurs. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez toujours des systèmes d'appel, mais que l'on peut trouver chez différents téléassisteurs. Et c'est ça, des fois, où on a une difficulté d'identifier la solution en tant que telle et puis le téléassisteur pour faire le lien, en fait. Donc là, c'était un peu, du coup, pour vous redire vraiment, effectivement, il y a les deux éléments à prendre en compte. Et là, comme vous voyez, donc là, il y a une montre. Vous avez les systèmes de montres connectées, il y en a deux que vous avez sur l'écran. Et celle de gauche, la montre connectée, vous pouvez la trouver chez Arkea, qui est un téléassisteur. Et en fait, eux, ils sont téléassisteurs et en même temps, ils créent leurs produits. Donc, on va leur trouver que chez eux. Mais voilà, en tout cas, vous, en tant qu'ergo, c'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver un boîtier chez différents téléassisteurs. C'est que vous avez une solution. Mais après, vous avez la téléassistance qui va utiliser cette solution-là. Donc, voilà. Mais voilà, vous avez ici les systèmes actuels qui sont les plus présents dans la téléassistance mobile. Ensuite, on a la téléassistance pour le domicile. Vous avez les deux systèmes là, de boîtiers avec micro, c'est des exemples, hein, mais du coup, voilà, ça ressemble à ça, un peu les centrales. Et après, vous avez donc la centrale et après, vous avez les boutons, donc soit en petit bracelet, soit en petit collier pendentif, soit le côté détecteur de chute que vous retrouvez à droite sur l'écran. Donc, ça, c'est vraiment du coup identifié pour le domicile. Et puis ensuite, vous avez la téléassistance active qui est identifiée aussi pour le domicile. Et donc là, c'est ce qu'on verra dans ce webinaire-là. Vous avez les principes du coup d'une centrale avec les déclencheurs, les capteurs, applications. Donc ça, c'est deux solutions qui seront présentées plus tard. Et puis à droite, vous avez la technologie Sonnet, donc c'est-à-dire de la détection d'intonation, de changement d'intonation de voix, qui a intégré un système de téléassistance qui existait déjà, d'accord, et qui a été, on va dire, euh, développé avec une option supplémentaire qui est SunEd. On le verra de façon plus détaillée. Voilà, c'était pour vous reprendre les grandes familles. Et donc, pour les besoins d'alerter à domicile et le jardin, en fait, on pourrait se dire que les systèmes de téléassistance là, classiques et actives fonctionnent pour le jardin en fonction donc, de la portée, la distance entre la centrale et puis le boîtier, la taille du jardin. Par contre, il faut toujours avoir en tête que dans une utilisation comme ça, on ne va pas avoir le lien oral avec la centrale. Parce que quand on appuie sur les systèmes de téléassistance, comme on a vu sur la première partie pour les domiciles, vous n'avez pas le moyen d'échange, c'est dans la centrale. Donc, on n'a pas ce lien avec le téléassistance qu'on peut avoir, par contre, sur les téléalarmes mobiles parce que vous avez une carte SIM dedans. Donc, tous les systèmes de montres connectées ou de petits boîtiers, en fait, vous allez pouvoir avoir le côté échange et géolocalisation avec le téléassisteur. Donc, euh, donc, je l'ai mis quand même un peu plus fin parce que, en fait, c'est des systèmes souvent qui sont, vous l'avez vu, c'est souvent des petits boîtiers qu'on met dans le sac ou qu'on met dans la poche. Et donc, si on est à domicile, plus facilement, on risque de le mettre de côté. Donc voilà, il faut vraiment identifier les besoins de la personne, les habitudes de vie et voir avec elle ce qu'elle va avoir comme habitude de porter en fait l'objet pour qu'il soit le plus adapté à ses habitudes de vie. Donc voilà, c'était pour vous rappeler les trois grandes catégories et puis de pouvoir aller vraiment vers le développement de la téléassistance active. Les critères qui peuvent déterminer le choix entre la téléassistance active et la classique. En fait, donc, je vous remets les grands modèles de téléassistance qu'on a et puis on va voir en fonction à chaque fois vers quoi on peut aller ou ce qu'on évite.
Donc, la personne, elle présente de forts risques de fragilité, donc risque de dénutrition, de sommeil ou une personne isolée, peu de passage. Et ben, du coup, ça va être un critère plutôt vers la téléassistance active parce qu'il va y avoir une surveillance par les capteurs qui va permettre du coup ce retour d'information. Donc, ça peut être vraiment un critère de choix. La personne, elle chute à répétition avec un risque de perte de connaissance. Là, du coup, pourquoi c'est en faveur de la téléassistance active? C'est-à-dire que du coup, la personne ne va pas être en capacité d'appuyer s'il y a un risque de perte de connaissance. Et donc, le système de capteur va prendre le relais et pouvoir quand même donner l'alerte. Réticence ou omission régulière de la personne à porter le déclencheur. Alors que ce soit parce que c'est juste une personne qui ou ça rassure sa fille, mais elle, du coup, elle n'en voit pas trop l'intérêt. Donc, en fait, la téléassistance, elle reste le bracelet le plus longtemps, la plupart du temps posé sur la table, ou c'est quelqu'un qui plutôt omet, par des troubles cognitifs, de porter le déclencheur. Et donc, dans ces cas-là, la téléassistance active, grâce au capteur, va pouvoir prendre le relais. Et aussi, le système avec l'analyse des changements d'intonation de voix, c'est pareil, ça va prendre le relais parce que ce n'est pas porté. Donc, ça peut vraiment être un élément un critère de choix important par rapport à la téléassistance dit active. Les troubles cognitifs, effectivement, rentrent vraiment dans cette catégorie-là, comme on a vu, entre la réticence, l'omission, et puis le fait de, même en dehors du fait de ne pas porter le bracelet, c'est est-ce que la personne est en capacité de penser à appuyer sur le bouton pour le déclencher. Donc, effectivement, si on a ce doute-là, la téléassistance active, en fait, entre bah, ok, on a quand même le bouton, si jamais elle l'a sur elle, peut-être qu'elle appuiera dessus, mais si jamais elle appuie pas, on a quand même les capteurs qui vont permettre de prendre le relais. Donc, il y a cet intérêt-là. J'ai mis en pointillé la téléassistance mobile, la TLALR mobile, pour les questions de bracelet avec géolocalisation automatique en sortant voilà, si on sort d'une zone de vie. Donc, ça peut faire partie quand même des éléments qui peuvent du coup répondre à ce besoin-là. L'animal de compagnie, en fait, bon, il y a quand même beaucoup il peut y avoir des fausses alertes ou des difficultés en fait à avoir une gestion des alertes en cas d'animal de compagnie un peu imposant ou très actif. Donc ça, en fait, ça dépend des porteurs de solutions. Donc selon, en fait, c'est spécifié. Ils peuvent du coup, eux, dire en fonction des besoins et en fonction de la personne si du coup ça peut correspondre ou pas. Donc il faut pouvoir se renseigner sinon directement. La personne vivant en couple, alors en fait c'est plus facile d'étudier les habitudes de vie de quelqu'un et de savoir si du coup c'est un risque de fragilité ou si elle est restée tombée dans la salle de bain, bah, si elle vit seule. Donc, du coup, ça fait partie des éléments, si on est en couple, où ça va être du coup moins adapté sur l'analyse des fragilités et du coup de la détection de chute. Les ressources financières limitées, on le verra, les systèmes de téléassistance active sont plus chers que les systèmes non, enfin plutôt classiques, qui c'est quasiment le double. On verra sur les tarifs, on pourra en reparler. En tout cas, voilà, ça peut être aussi un critère de choix. La réticence face à la technologie, il y a quand même du coup dans la téléassistance active une notion d'intelligence artificielle, de capteur, donc il y a aussi toute cette notion d'accompagnement et d'acceptation de la personne. Donc c'est important aussi de le prendre en compte dans l'évaluation des besoins. Donc voilà, c'est un peu les différents critères qu'on a identifiés pour vraiment voilà, avoir une question de réflexion sur le type de téléassistance et l'orientation. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques, voilà, dans la conversation. Donc, les exemples de téléassistance active. Donc, en actimétrie, d'abord, il y a la solution Céline. Alors, hop, excusez-moi, c'est pas. Hop, voilà, je vais venir dessus.
Donc Céline, en fait, c'est une association. Alors, il y a en fait une association de soins à domicile, l'association Soins et Santé, qui ont développé une partie de téléassistance, donc qui s'appelle Céline. En fait, donc ils ont développé une partie là que vous voyez. Donc en fait, il y a des capteurs. Il peut y avoir euh, différents capteurs de choisis en fonction de l'évaluation des besoins. Vous avez en fait une ergothérapeute qui va faire le bilan. Et donc, vous pouvez avoir voilà, des capteurs, aussi un capteur au niveau du lit. Donc voilà, il y a différents éléments qui vont être évalués. Il y a toujours dans toutes les solutions une période d'évaluation donc qui peut évaluer entre 10 jours ou 2 semaines. On verra aussi du coup avec Magali Debar pour Solinov. Mais voilà, il y a une partie apprentissage des habitudes de vie une fois qu'on met les capteurs. Et puis ensuite, il y a donc Céline, il y a la partie du coup de détection de chute, bien sûr, c'est-à-dire si on repère une situation anormale de présence anormale dans la salle de bain, ça va déclencher une alerte. Et du coup, c'est la centrale, comme une téléassistance active, en fait, la centrale, vous allez avoir l'appel pour faire un lever de doute. Et donc, il y a cette partie vraiment de détection de chute. Et puis après, la partie repérage des fragilités. Et là, en fait, chez Céline, donc vous avez en fait une étude autour du sommeil, les déplacements, l'activité physique, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est de mettre en avant aussi le repérage de fragilité et d'apparition de troubles cognitifs. Euh, Céline, en fait, la solution, c'est des ergots qui sont sur l'évaluation du repérage de fragilité. Donc, c'est eux qui reçoivent les informations et qui vont pouvoir, du coup, proposer un accompagnement. Donc, ça, c'est la première solution. Et on le verra, donc, c'est une solution qui est sur un abonnement aux alentours de 120 euros par mois, aussi, voilà, avec l'accompagnement des ergots. Et ensuite, nous avons Solinov. Et je vais laisser la parole à Magali Debar. Je vais couper mon partage et puis je vais vous laisser Oui, présenter le vôtre. très bien. Bonjour à tous déjà. Alors, je partage mon écran. Ah, oui. Je veux dire qu'on verra après. C'est bon au niveau du partage? Oui, c'est bon. Oui. Alors, donc en fait, voilà, merci Céline parce que c'était très complet comme présentation. J'ai retrouvé notre solution vraiment décrite et tout le cadre aussi dans lequel elle s'applique. Donc, c'était vraiment très bien. Donc moi, je vais vous présenter, donc je représente une marque qui s'appelle Urmet Care, qui regroupe deux sociétés et différentes solutions d'accompagnement des personnes pour leur permettre justement de vivre chez elles le plus longtemps possible. Et on essaie également au maximum de pouvoir accompagner les aidants familiaux ou professionnels qui ont justement cette même volonté. Donc, très rapidement, Hurmet, c'est un groupe national qui, à la base, fabrique des interphones. Donc, forcément, rien à voir avec nous aujourd'hui. Mais il sécurise l'immeuble et nous, on a décidé derrière d'aller encore plus loin et de sécuriser aussi la personne qui vit en immeuble ou non euh, par rapport à ça. Donc, Solinov a racheté la société Solinov dont on parlait tout à l'heure. Pardon, Hurmet a racheté la solution Solinov il y a 2 ans de cela. Et eux proposaient déjà des solutions de téléassistance qu'ils commercialisent en Italie. Donc, on a décidé il y a un an de créer la société Hurmet Care qui vraiment là va regrouper toutes les solutions d'ATE, donc la solution historique d'Hurmet, où là on équipe le résident de manière beaucoup plus classique et comme on l'a pu le voir. Et puis Solinov qui a décidé d'équiper le logement et non la personne, avec le système justement d'actimétrie qui a été évoqué tout à l'heure. Ah, j'ai mon PowerPoint qui ne veut pas passer. Voilà, pardon. Donc, les solutions classiques qui ont déjà été évoquées, l'idée chez Hurmetcare, c'est de pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va avoir une solution pour les personnes qui vont vivre à domicile. Donc en bas à gauche, on voit, voilà, c'est vraiment la téléassistance classique. On porte un bracelet, un pendentif. Il y a un petit boîtier avec un haut-parleur et un micro dédié pour communiquer avec la personne qui a besoin d'aide. On peut y associer une montre à détecteur de chute
Et le petit boîtier à droite que vous avez vu aussi tout à l'heure en présentation, qui est là justement la téléassistance mobile, qui est équipée d'un GPS et d'un détecteur de chute qui va permettre de suivre la personne dans ses activités à l'extérieur. Donc au niveau matériel, le matériel de droite, ce que d'autres téléassisteurs utilisent, hein, c'est suédois. Par contre, tout ce qui est en bas à gauche, ATE, ça c'est Urmet qui le fabrique, c'est vraiment fabriqué en Italie. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est Solinov. Donc là, par contre, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué à Cholet, exactement, dans nos usines. Et avec Solinov, on a décidé justement de mettre la technologie au service de l'humain. Le matériel, je suis obligée d'en parler, mais c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Donc, on a décidé d'équiper le logement et non la personne, justement, en équipant le logement de capteurs discrets. On verra tout à l'heure à quoi ça ressemble. L'idée, c'est de mettre de l'intelligence artificielle qui apprend les habitudes de vie des personnes. Donc, comme on le disait, quelqu'un qui va moins fréquenter sa cuisine ou plus à certains moments. Donc, toute cette actimétrie-là va être enregistrée, va passer à la moulinette. Et derrière, il y a des alertes ou des vigilances qui vont nous remonter. Je vais vous l'expliquer. Le but de tout ça, c'est de pouvoir détecter assez rapidement des signes de fragilité, puisque la société Solinov a été créée par un médecin qui, à la base, avait créé, alors, c'était pas dans la région, hein, c'était dans la Marne, des maisons dédiées à Alzheimer. Et il s'est dit, mais il y a vraiment trop de monde dans ces lieux, il serait tellement mieux chez eux. Moi, je voudrais créer quelque chose qui leur permet de rester chez eux, mais sans forcément porter un bracelet ou un pendentif. Et donc, il a demandé à un de ses collègues d'époque, dans une autre vie, de créer un système pour permettre ça. Et c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a permis de le faire. L'idée était vraiment, lui, il part du principe que la fragilité, si elle est détectée assez rapidement, c'est quelque chose qui est réversible. Donc après, à nous, Solinov aussi, de pouvoir, une fois qu'on les détecte, de pouvoir les transmettre, ces signes de base aux bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on a créé un service qui s'appelle la bienveillante attention, qui, c'est pas un plateau de téléassistance. Autant les deux autres solutions j'ai présentées tout à l'heure de téléassistance classique, c'est un plateau qui est basé à Lamballe et à Toulouse pour nous. Et par contre, là, pour Solinov, ce sont des personnes qui sont salariées de chez Solinov, qui vont accompagner un certain nombre de personnes à domicile, déjà dans l'explication du dispositif. Et ensuite, les personnes sont, euh, dès qu'on le peut, hein, vraiment implantées localement pour travailler avec tout un réseau de partenaires. Donc, nous avons deux offres au niveau matériel, une offre en filaire et une offre en radio. Le filaire, c'est plus les bailleurs avec qui on travaille, où ils équipent vraiment des logements dédiés. C'est un travail de rénovation ou de construction neuve. Et par contre, pour le particulier, c'est vraiment plus l'offre radio qui est intéressante. C'est celle-ci que je vais vous présenter. Même si le service reste les mêmes dans les deux cas. Donc, le premier focus que je vais vous faire, c'est vraiment sur les habitudes de vie des occupants. Donc là, c'est le style de petit graphique qu'on peut avoir suite à l'actimétrie, donc qui a été les habitudes apprises. On voit dans le premier graphique, voilà, une situation là inhabituelle au niveau des nombres de sorties, au niveau des levées ou du coucher également, nombre de levées. Donc voilà, à chaque petit rond là qui s'affiche, nous, on a un bienveilleur, une bienveilleuse qui va contacter la personne qui occupe le logement équipé et qui va prendre de ses nouvelles. Le but, c'est vraiment d'avoir des contacts réguliers, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'alerte, s'il n'y a rien qui se passe dans le logement, si tout va bien, on va appeler régulièrement les personnes pour discuter avec elles et créer ainsi un climat de confiance. Donc, ils peuvent du coup être eux-mêmes amenés à nous solliciter pour un portage de repas, ils ne savent pas à qui s'adresser. Et donc, voilà, on est cette porte d'entrée là aussi. Et l'autre porte d'entrée, c'est vraiment l'actimétrie qui va justement nous signaler des changements d'habitude. Et donc, quand on va appeler les personnes, pour elles, c'est dans le cadre d'un appel de courtoisie, on va essayer d'orienter la conversation comme quelqu'un qui va de moins en moins dans sa cuisine, par exemple, c'est le cas qui arrive assez régulièrement. On va dire, bah, tiens, en ce moment, c'est la saison des tomates, est-ce que vous allez au marché, est-ce que vous sortez bien? Enfin, on va discuter un petit peu de tout, de rien. Et généralement, les personnes arrivent à se confier, à nous dire, bah non, là, finalement, je ne vais plus dans ma cuisine parce que bah, j'ai plus envie de cuisiner ou j'ai plus d'appétit. Mais si j'en parle à mes enfants, ils vont vouloir me placer. Et moi, je veux pas.
Donc voilà, donc on va les accompagner dans ce cas-là, par exemple, les mettre en lien avec les services d'un portage de repas, ou alors si le CCAS d'à côté organise des ateliers pour apprendre à cuisiner plus simplement. Donc, si c'est un problème de livraison de courses, on va mettre ce système-là en place. On va essayer d'accompagner par rapport à toutes les petites solutions comme ça du quotidien, la personne au mieux pour qu'elle reste chez elle. Donc, les signes de fragilité, on fournit quand même systématiquement un bracelet ou un pendentif parce que c'est quelque chose qui peut rassurer, peut-être des fois plus la famille que la personne. Il le porte comme une téléassistance classique s'il le souhaite, mais sinon, il y a vraiment l'IA qui prend le relais, c'est-à-dire que puisqu'on apprend les habitudes de vie de la personne, donc on a vu quelqu'un qui occupe moins une pièce comme la cuisine, mais quelqu'un qui serait anormalement trop longtemps dans une autre pièce, comme la salle de bain, nous, ça va remonter une vigilance ou une alerte chez nous. Et derrière, on va pouvoir appeler la personne. Donc, ça passera par le téléphone. Si elle ne nous répond pas, on va l'appeler une deuxième fois. On ne sait jamais. Et si elle nous dit bah, que tout va bien, bah, dans ce cas-là, c'est dans le cadre de la conversation traditionnelle qui va prendre le relais. Et sinon, on va là agir comme une téléassistance classique, à appeler les proches qui nous auront été référencés ou bien les secours si besoin. Donc, pour donner un ordre d'idée, l'apprentissage dans la salle de bain, on va dire si quelqu'un y va entre 8h et 9h, nous, on aura peut-être la vigilance ou l'alerte qu'à 10h. Ce n'est pas la détection de chute à proprement parler, c'est vraiment de l'immobilité. Donc, c'est pour ça que ça reprend ce que Céline a dit tout à l'heure par rapport à l'orientation, c'est important par rapport à ça aussi. On va détecter donc l'isolement social puisqu'on va aussi avoir des petites alertes en cas de sortie trop fréquente ou pas assez fréquente justement, où là on va pouvoir mettre en lien avec des jeunes du service civique par exemple pour venir tenir compagnie ou d'autres associations de quartier. Donc les changements d'habitude en cas d'absence également, le sommeil aussi. Et le petit plus qu'on va avoir aussi, c'est les interactions lumineuses, puisque on a intégré un schéma lumineux qui est couplé à nos détecteurs de mouvement. Je vous expliquerai après. Et ça, c'est très, au niveau sécurité, les personnes aiment beaucoup. Je vais faire un petit focus sur l'accompagnement humain au niveau de la demande d'aide. Donc, on va analyser, nous, la situation avant d'appeler. On a un rôle de filtre par rapport aux aidants aussi. Alors, si certains veulent être prévenus directement sur une application, on peut le faire également. Mais on va vraiment faire ce rôle de filtre et ne déranger qu'en cas d'urgence. Et donc, mobiliser des moyens adaptés. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'urgence, une téléassistance assez classique. Le lien social, je les appelle de courtoisie, des échanges vraiment personnalisés. On connaît vraiment les personnes que l'on accompagne. Et puis, il y a des animations, des sorties avec des partenaires locaux également, Unicité ou les Petits Frères des Pauvres aussi, vraiment dans certains cas. Et puis, les services au quotidien. Donc, on a des partenariats avec WeMove, avec des clics, des services à domicile et des ergothérapeutes aussi, puisque là, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais on a un partenariat avec Merci Julie aussi, qui, qui peuvent nous accompagner aussi en cas de besoin. Donc, au niveau du matériel, plus précisément, donc, on équipe le logement avec une box. Pour le moment, elle doit être reliée à Internet. On est en train de développer qu'elle soit vraiment autonome avec une carte SIM. Alors, l'avantage de chez Solinov, c'est que dès que c'est fabriqué en France, là, par exemple, aujourd'hui, je suis à Angers, c'est notre bureau de R&D qui est ici. Donc, on fait des points réguliers sur les remontées. Là, on a eu des remontées récemment, notamment des ergothérapeutes de chez Merci Julie, pour essayer d'améliorer les phénomènes de glissement et autres. Enfin, voilà, on est en amélioration perpétuelle par rapport à ça. Et donc là, c'est l'avantage aussi d'avoir tout à domicile. Donc là, ils travaillent aussi donc, sur une box 4G. Donc elle est en phase de test, elle ne sera bientôt arriver. Donc pour un logement, une box, 3 détecteurs de mouvement, 2 chemins lumineux qui sont couplés donc, au détecteur de mouvement. Donc quelqu'un arrive dans une pièce, ça va s'allumer en fonction de taux de luminosité. Ça, on peut le régler pour l'adapter au mieux aux personnes. Si elles sont en déambulateur, on va forcer le temps d'allumage du chemin lumineux. Personnes qui vont souffrir de DMLA, on va par contre diminuer l'intensité. C'est vraiment personnalisable pour chaque personne. Le détecteur de porte. Et on installe aussi un bouton arrêt alarme, c'est-à-dire que si le chemin lumineux s'allume et qu'ils ne savent pas trop pourquoi et que tout va bien, ils peuvent stopper aussi, éteindre les lumières et nous, il n'y a aucune alerte qui va remonter chez nous. Et on fournit le fameux bouton d'appel SOS qui peut être porté en bracelet ou en pendentif.
le petit chemin lumineux pour terminer, donc comme je viens de vous le dire, et ça permet de visualiser les alertes. C'est-à-dire que en cas de demande d'aide, donc direct, quelqu'un qui appuie sur un bouton, ou alors quelqu'un qui serait immobilisé et conscient au sol, nous, pour signaler que l'aide arrive, voilà, qu'ils ne sont pas seuls, on va passer justement tous les chemins lumineux en vert pour leur dire, voilà, vous pouvez être zen. Et les retours d'expérience là-dessus sont super positifs puisque les pompiers nous ont assuré que voilà, la prise en charge d'une personne qui est beaucoup qui est beaucoup plus détendue grâce à ce système-là, eux derrière, ça leur facilite également le travail. Et puis au niveau sécurité, tout peut s'allumer en violet. C'est-à-dire que là, c'est l'aidant qui a peut-être mal fermé la porte. Et là, ça va déclancher aussi un appel au bout de 30 minutes pour voir si tout va bien ou s'il y a un démarchage ou enfin, s'ils sont embêtés. Et pour finir au matin, ça s'allume de toutes les couleurs au système d'arc-en-ciel pour signifier à l'occupant que voilà, ils vivent dans le logement qui est fonctionnel et que tout va bien. Chaque chose est personnalisable. Si ça ne marche pas, si ça ne convient pas, on peut voilà, faire tout à domicile. Il y avait une question? Euh, euh, Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans la conversation. Moi, j'avais une question. Si vous êtes sur un secteur où il n'y a pas forcément encore de partenariat, de réseau, est-ce que vous pouvez mettre la téléassistance pour le côté détection de chute et de se dire, en fonction de l'évolution du secteur, avoir le côté, on va dire, repérage et réseautage dans un second temps? Comment ça se... Alors en fait, dès qu'on a, par exemple là, on a des nouveaux abonnés à Digne-les-Bains, où là, on a 3 nouveaux abonnés là-bas, et on ne connaît pas forcément le secteur. Donc c'est moi qui suis la plus proche parce que je suis basée en Isère à la base. Là, j'ai pris contact avec déjà le CLIC pour avoir aussi leur réseau. On a des partenaires qui sont reconnus au niveau national. Donc, Ok, généralement, on a les contacts facilement aussi en région par derrière. ok, d'accord. Merci. Donc voilà, de toute façon, j'ai fait le tour. Après, on parlait tarifs, je vais quand même en faire un point parce qu'on disait oui, vraiment, ça a un coût. Nous, à la location, après crédit d'impôt, donc là, on vient d'être validé au niveau URSSAF pour bénéficier de l'avance du crédit d'impôt. Donc, quelqu'un demain qui souhaite être équipé, ça sera 60,60 € par mois, puisqu'à la base, on est à 121 € au bain. Ça comprend l'installation, la livraison du matériel, l'installation, le service de la bienveillante attention, la maintenance. Tout est inclus et c'est également sans engagement. Et les Ok. personnes qui, peuvent l'acheter, on peut l'acheter. Dans ce cas, il n'y a plus que l'abonnement vraiment du service, donc qui est à 36 €, donc 18 après le crédit d'impôt. Ok. Merci. Derrière. N'hésitez pas, donc oui, les questions au fur et à mesure. Je vais revenir sur mon document à partager. Donc, on avait une question, c'était est-ce qu'il y a une montre pour la géolocalisation? Donc, c'était aussi quand je présentais du coup le système Céline. En fait, non, là, sur les deux solutions abordées, c'est un système d'appel ou ça peut être un bracelet de chute selon les solutions. Pas vous, Solinov, et puis Céline non plus, on le verra sur une autre. Mais du coup, c'est pas, il n'y a pas le système de géolocalisation. Si on prend par exemple le cas d'une personne qui a des troubles cognitifs et on voudrait pouvoir le repérer au cas où il sort du logement, non. C'est Alors un cas de ça vous. existe enfin, ça n'est pas en forme de bracelet, mais c'est le petit médaillon bleu qu'on voyait tout à l'heure, nous, dans notre deuxième solution. Mais c'est vrai que voilà, on peut le porter, mais c'est un peu plus gros qu'un bracelet ou qu'un petit pendentif. Et là, ça la géolocalise, il y a un micro et haut-parleur intégré. Ah, le vôtre, il fait géolocalisation et micro. Tout à fait. Et en fait, celui que vous avez présenté tout à l'heure, là, le Oui. bleu qui est sur un petit socle, Oui. le fait. Il fait Ah, détecteur de super. chute, géolocalisation. Ah, j'avais pas, la géolocalisation, je l'avais pas. Voilà, Pas il du fait les tout. deux en fait. Et voilà, on peut le porter. Il est un peu gros, mais dans la poche où il y a une dragonne quand même pour le porter également autour du Ok. cou. Et il y avait la question de est-ce qu'il est bloqué le système ou pas? Ou Sécurisable. sécurisable ou est-ce qu'il peut être sécurisable? Non, du coup, c'est un petit bracelet. Ouais, c'est ça. Sécurisable. Ouais. Il y en a eu, hein, mais aujourd'hui, à notre connaissance, il n'en existe plus.
un système sécurisable qui fasse à la fois Non, c'est géologique ça. et C'est ça. capteur de flux. Même maintenant, les montres, les solutions juste de montres mobiles sorties avec zone de vie, en fait, c'est pas des systèmes qui sont bloqués. C'est des montres, mais qui sont pas forcément bloquées. Ou s'il y en a une en option, mais en tout cas, voilà, c'est pas inclus dans une téléassistance active avec de l'actimétrie au domicile. N'hésitez pas du coup à rajouter au fur et à mesure. Donc l'autre solution c'est NoviaCare. Donc NoviaCare, en fait, je vais vous montrer. Donc NoviaCare, c'est la solution et on peut le trouver chez Filien et Allovi, les téléassisteurs. Donc on va aller sur le site de NoviaCare pour voir la solution. En fait, donc eux, ils ont effectivement trois offres différentes. Nous, on va s'intéresser à l'offre connectée. L'intérêt, là, quand ils présentent ça, c'est de dire que on peut passer d'une offre à l'autre en gardant la même box que la personne a l'habitude d'avoir dans son logement. Et puis changer les systèmes de... Bah, du coup, si on passe sur une téléassistance classique à une offre connectée, on rajoute des capteurs, mais du coup, on garde le système de bracelet et la box. Donc, c'est un peu ce qui est mis en avant par NoviaCare. Et donc, en fait, dans leur... je grossis pour vous montrer. Donc, c'est les systèmes de capteurs qui font la taille du coup d'une pièce de 2 euros. Et ça, c'est les deux autres offres. Et en fait, sur leur offre connectée, qu'on a là, voilà. Vous voyez donc les capteurs et on a aussi donc ce système de bracelet qui est inclus dedans pour pouvoir, enfin le bracelet à gauche, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Si, vous voyez, voilà. Euh, Où en fait la personne peut appuyer dessus pour donner l'alerte et puis il y a le côté détection de chute. Donc ça, c'est inclus dedans. Le système de GPS sur la géolocalisation, c'est pour une autre offre, c'est pour les déplacements extérieurs mobilité, mais ça ne peut pas être inclus à la box avec les téléassistances actives. C'est-à-dire, voilà, c'est la box, le petit système de bracelet d'appel et puis de détection de chute et les 12 capteurs. Et donc, eux, donc ils ont ce système-là. Et en fait, il y a une partie où la famille va pouvoir avoir une application en fait sur son téléphone. C'est une application très simple avec juste des indicateurs, on va dire vert ou rouge. Ça ne dit pas le temps passé au lit levé, mais en tout cas, ça met des petits points orange ou rouge en fonction du risque qui a été évalué par rapport à leurs critères à eux, établis avec un gériatre, des ergots. Donc, les aidants peuvent avoir des informations. En discutant avec Noviaker, en fait, il m'expliquait que finalement, sur la mise en place du dispositif, il pensait vraiment que les aidants allaient être très intéressés par cette solution pour avoir des informations sur leurs proches. Et finalement, ça représente à peu près 30% dans les personnes équipées, 30% des aidants téléchargent l'application pour avoir un peu un suivi aussi de leurs proches à domicile. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution qui existe. Et la partie là, qui est mise pour les professionnels, c'est mis dans le cadre par exemple, des CRT. Donc, où il y a des soignants, des ergots, et donc c'est un réseau de professionnels de façon territoriale qui en fait ont dans leur cahier des charges l'obligation de proposer en fait à leurs bénéficiaires un système de téléassistance. Et donc s'ils mettent un système de téléassistance active, ils peuvent avoir l'option donc d'avoir des retours justement de retour de fragilité en allant sur l'application. Donc ça peut, pour les ergots, se dire, voilà, effectivement, on se dit, on a l'impression que monsieur Untel va un petit peu moins bien depuis quelques temps, mais on peut aller voir, du coup, ce que dit les capteurs en regardant l'activité sur le dernier mois. Donc ça peut effectivement se faire, mais c'est vraiment dans le cadre d'un réseau de professionnels qui utilisent en fait le système et qui est proposé à des bénéficiaires. Donc ça, c'était pour la solution de Noviacare. N'hésitez pas, du coup, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous souhaitez détailler. Donc, en fait, eux, Noviacare, ils travaillent par exemple là, ce qui est pas mal aussi chez eux, c'est quand vous allez sur les sites des téléassistances, vous allez vraiment avoir une solution détaillée pour montrer du coup aux potentielles personnes qui peuvent être intéressées et du coup d'avoir un explicatif un petit peu de la solution, mais en passant par un téléassisteur. Et là, c'est vraiment voilà, les personnes qui appellent et puis qui peuvent souscrire.
Donc, il y a Filien et puis du coup, il y a Lovi aussi qui propose une offre avec eux. Donc, voilà, eux, en fait, c'est leur système qui propose à différents téléassisteurs. Voilà. Et vous avez donc euh, ce qui... Les capteurs, en fait, effectivement, de leur retour d'expérience, c'est de se dire que à 80% du temps, c'est la personne qui va déclencher une alerte en appuyant sur le déclencheur manuel ou, voilà, ou la détection de chute. Et 20%, ça va être les systèmes de capteurs qui repèrent une anomalie et qui peut du coup envoyer une alerte. Donc il y a la question de se dire, voilà, c'est un complément au système classique de détection de chute ou d'appui. On a les capteurs en plus qui peuvent détecter les cas qui ne sont pas détectés dans les autres systèmes de téléassistance. Donc, c'est, on va dire, un complément. C'est un peu ce qui met en avant. Ensuite, là, on a donc Vague 2S. Vous voyez, c'est un système en fait de capteur optique. C'est-à-dire que ça ressemble à une caméra. Il n'y a pas de. En fait, le tail assister qui est derrière ne voit pas. C'est simplement s'il y a une alerte de déclencher, c'est-à-dire une situation anormale qui est détectée par ce capteur optique, et bien du coup, le tail assister va enclencher la caméra pour voir où en est la personne et pouvoir communiquer avec elle. Donc, mais par contre, effectivement, ça fait vraiment comme une petite caméra qu'il faut qu'on mette dans les espaces de vie. Donc, il y a ce côté-là aussi de l'objet qu'il faut avoir en tête. Et donc, eux, ils fonctionnent beaucoup aussi avec soit les CRT, c'est-à-dire les collectifs de professionnels, comme je vous disais, de façon territoriale, soit aussi dans des résidences autonomie. Ça peut être effectivement installé avec du coup la mise en place chez plusieurs résidents. Et donc, chez Arkea, ils le font, chez LibreAlert aussi, mais on ne le voit pas directement sur leur site internet parce que le côté repérage des fragilités, il faut des professionnels qui soient derrière pour ce côté analyse de la fragilité. Et du coup, c'est quand il y a un réseau de professionnels qui existe qu'ils le mettent en place. Sinon, ce n'est pas les téléassisteurs, en fait. Les téléassisteurs, ils ne le font pas. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand je vous montre la solution de NoviaCare, Filien, Alovi, ils ne traitent pas le repérage des fragilités. Eux, ils ne traitent que la détection de chute. Et ça, c'est un petit peu ce qui est à comprendre aussi dans ces systèmes de téléassistance, c'est qu'il y a vraiment le côté détection des chutes qui va être relevé par le téléassisteur, Filien Alovi, et le côté repérage des fragilités qui soit passe par un regroupement de professionnels, soit par les aidants. Donc, il y a un peu cette distinction-là qui est différente de Solinov ou Céline qui du coup, traite directement les informations. Et ensuite, on a l'analyse d'intonation de la voix. Donc, c'est Arkea qui a développé ça. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. En gros, ils ont, je vais vous montrer, hop, voilà. Ils ont ça qui existe déjà. Donc, c'est un système de centrale avec un retour vocal, on peut passer des appels. Ils ont le bracelet de détection de chute qui peut faire aussi appel. Et puis, ils ont intégré à cette centrale un micro qui permet d'intégrer la solution donc, de SonAid qui est l'écoute bienveillante et intelligente. Et donc, c'est à travers cette détection de changement d'intonation de voix où on va avoir la détection automatique euh, qui va se déclencher en fait. Donc il y a toujours, vous voyez toujours le système de bracelet qui est porté ou non par la personne, mais qui peut apporter cette alerte par la personne, et une alerte automatique, là, par le changement d'intonation de voix, il n'y a pas de capteur. Voilà, donc ça, et donc ça, c'est plutôt assez récent comme solution, euh, qui est développée seulement par Arkea actuellement. Donc en fait, vous avez aussi une base de données non commerciale, donc Domino, qui est notamment du coup gérée par le TASDA, donc par nous, où on essaye d'alimenter régulièrement du coup la base de données, sachant que ça évolue beaucoup, donc on n'est pas, voilà, tout n'est pas toujours À jour. à jour, c'est normal, mais voilà, et puis il ne faut pas hésiter à nous faire des retours si jamais il y a d'autres systèmes que vous connaissez qui peuvent être ajoutés. Donc là, par exemple, si on est sur l'alerte,
Hop, si j'arrive à cocher, système de T2 vers un système de téléassistance. Alors, excusez-moi, mais du coup, hop, ça va trop vite, ou pas assez. Excusez-moi, ça se désenclenche. Donc, en fait, vous voyez effectivement Noviacare, le système VAC 2S avec le système de capteur optique. Et donc, Sunhead, Céline. Donc, vous pouvez avoir des informations aussi. Et donc, notre base de données, nous, en fonction des porteurs de solutions qu'on rencontre, est alimentée aussi. Donc, ça peut être aussi une source d'information. Vous allez avoir donc là les replays en fait qui sont ici. Donc Yannick va vous mettre les liens aussi dans la conversation. Vous allez pouvoir revoir en fait toutes les solutions, les autres solutions qui étaient sur la slide d'avant. Vous pouvez en fait les revoir sur ces liens-là. Donc il ne faut pas hésiter du coup à aller voir directement les porteurs de solutions qui expliquent leurs solutions de façon plus détaillée. Donc ça, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Alors, c'est pas, je ne vais pas tout vous lire, c'était simplement pour ressortir un petit peu les éléments qui distinguent un peu les solutions. Par exemple, Noviacare, du coup, il propose effectivement une solution sur le repérage des fragilités avec une application pour les proches qui est plutôt assez ergonomique, assez simple. Donc voilà, effectivement cette solution. Il y a le côté aussi qui est plutôt assez accessible. Et le côté aussi par les téléassisteurs, on le trouve chez deux téléassisteurs. C'est vrai que du coup, voilà, il est assez disponible. Céline, sa grosse différence, c'est du coup d'avoir des ergothérapeutes derrière la solution pour le repérage des fragilités notamment. Et on verra aussi par la suite. Le capteur VAC 2S, du coup, il y a une intégration aussi d'ergothérapeutes si c'est dans le cadre d'un accompagnement, on va dire, plus global, notamment par les CRT. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est une possibilité de s'intégrer dans un réseau de professionnels. Solinov, du coup, c'est le côté création d'un réseau de partenaires et puis du coup, où le repérage des solutions, repérage de fragilité est traité directement par Solinov et pas forcément par les aidants. Donc, il y a vraiment un accompagnement autour du lien social et du quotidien. Sunhead et Arkea, du coup, c'est la seule solution là, actuelle que l'on présente sur la détection d'intonation de voix anormale. Donc, effectivement, c'est plutôt, du coup, voilà, il y a une solution sur ce système-là. Et puis, en fait, Arkea met en avant le fait qu'ils peuvent aussi, eux, avoir des solutions avec des capteurs et de l'actimétrie, mais du coup, qui vont plus être justement dans le cadre aussi des regroupements de professionnels ou pour des résidences autonomie. Donc, pour le particulier, ce sera plus cette solution-là de détection d'intonation de voix normale. Et donc, ce tableau, ça reprend aussi, on va dire, les tarifs. Donc, Solinov et Céline sont aux alentours des 120 euros, donc 60 euros après déduction d'impôt. Et donc, les autres solutions sont plus aux alentours des 50 euros. Donc, voilà, c'est aussi de voir. Céline, en fait, il y a des interventions ergo sans limite qui sont possibles pour faire des bilans, pour faire aussi des visites à domicile autour de l'aménagement de domicile. Solinov, du coup, il y a la question de création et d'accompagnement autour du lien social. Donc voilà, vous avez vraiment des solutions à des tarifs différents, mais du coup, voilà, chacun a leurs spécificités et leurs bénéfices. Sunhead, eux, avec le système de visio, il y a le côté lien social. Ils proposent aussi des systèmes de consultation médicale. Et puis, si c'est des personnes isolées, la question d'avoir une option d'agent de proximité, c'est-à-dire, voilà, si c'est une personne qui n'a pas des dents, de pouvoir en faire un relais. Donc, ces éléments-là, voilà, c'est vraiment pour mettre en avant, on va dire, les grosses différences, mais que vous puissiez voilà, les avoir en tête. Les limites de la téléassistance active, en fait, on a pu voir que en discutant avec les professionnels, il y a quand même la question d'avoir des capteurs. Et en fait, généralement, plus la solution est simple, moins elle est visible, plus elle est acceptée. Donc, il peut y avoir une difficulté d'acceptation des capteurs. L'actimétrie, actuellement, elle est beaucoup plus utilisée dans la détection de chute que dans le repérage des fragilités. Parce qu'il y a la question de qui traite ce repérage de fragilité. Est-ce que, effectivement, si on le met aux aidants, est-ce que ça ne va pas faire aussi une question de surcharge d'informations qui ne sont pas en capacité de... Qu'est-ce qu'ils en font de ces informations? Donc voilà, il y a toute cette question-là.
Et puis, la question aussi est de se dire que le système, du coup, actuellement, quand je discutais avec un téléassisteur, il me disait que les téléassistants sont souvent mis aux alentours des 80-85 ans. Et donc, on est déjà, en fait, chez des personnes qui ont déjà eu une perte d'autonomie. Et donc, parfois, on arrive un petit peu trop tard dans toute l'utilisation que pourraient avoir les capteurs et dans le repérage des fragilités. On est déjà sur des personnes avec une perte d'autonomie un petit peu plus importante. Et du coup, on perd un petit peu de plus-value de tout ce que pourrait apporter, en fait, la téléassistance active sur le repérage de fragilité. N'hésitez pas, Magali, aussi, hein, si vous voulez rajouter des éléments, hein. Et donc le système aussi, il nécessite une installation au domicile, un suivi, la mise en place du coup de professionnels pour le repérage des fragilités. Donc c'est pour ça qu'il y a des solutions où en fait on les retrouve avec les CRT, les résidences seniors, parce que du coup il y a un réseau de professionnels qui peut interagir derrière. Et donc du coup ils ne le mettent pas en avant directement pour le particulier. C'est pour des réseaux de professionnels. Et donc, et vous, est-ce que vous avez des retours ou des éléments que vous souhaitiez aborder, des expériences par rapport à la téléassistance active? Pas spécialement, vous n'hésitez pas. De toute façon, je continue. Et puis voilà, ce sera à vous dire aussi, c'est peut-être plus sur ce partage d'expérience. En fait, euh, en rencontrant des ergots ou des professionnels en service de soins à domicile, et il y avait la problématique donc, des caméras de vidéosurveillance qui peuvent être installées. On a un partenariat en fait avec le Centre Mémoire et Recherche de Grenoble du CHU où on a voulu créer un outil autour de cette question-là, de comment on peut accompagner en fait cette réflexion autour de la mise en place d'une vidéosurveillance. Donc, c'est un outil qu'on espère mettre à disposition, tester, mettre à disposition. Mais du coup, voilà, ça ouvre ce débat-là, de se dire la caméra de vidéosurveillance au domicile, et de se dire, bah, est-ce que dans le cas, par exemple, effectivement, d'une personne vivant à domicile qui a un début de trouble cognitif, l'entourage qui commence à s'inquiéter, qui n'est pas forcément en proximité, et bien du coup, ça peut être un cas d'usage où on a une personne fragile et où les proches aidants se disent, ben voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas installer cette vidéosurveillance pour rassurer tout le monde? Alors, c'est souvent fait dans une démarche de bienveillance et en fait, les services de soins à domicile ou les professionnels euh, peuvent faire remonter une question éthique justement sur le respect de la vie privée. Donc voilà, c'était une question à se poser pour se dire, bah, est-ce que la téléassistance active, est-ce qu'on ne pourrait pas la proposer comme une solution? Donc, le rôle de l'ergothérapeute, ce serait de pouvoir recentrer en fait le besoin, c'est-à-dire bah, pourquoi mettre cette vidéosurveillance-là? Parce que si on parle justement du risque de chute, bah, en fait, on n'est pas sur un système de détection de chute, on a un système du coup de surveillance, hein, donc c'est pas ça qui va aider sur ce domaine-là. Donc, c'est quoi le besoin? De pouvoir réintroduire aussi le consentement et de la personne, et puis rappeler le cadre légal, les droits, les devoirs. Donc, je vous ai remis l'article en fait, qui parle de ces éléments-là. Et puis de se dire, bah, par exemple, pour les SAD, l'obligation, c'est d'avoir un affichage qui indique qu'il y a une caméra, qu'on a le droit de la couper, donc il faut que le bouton marche arrêt soit accessible. Du coup, voilà, d'avoir aussi cette partie d'accompagnement sur ce domaine-là. Et puis de pouvoir aussi accompagner justement sur des informations. La vidéosurveillance, c'est un moyen de surveillance, mais pas de protection et pas d'alerte, comme on le disait. Et puis aussi de pouvoir amener la personne aussi à réfléchir en se disant, mais voilà, en gros, ok, vous allez voir que votre maman, bah, du coup, effectivement, bah, il y a des choses qu'elle fait moins bien qu'avant. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça? Est-ce que ça va pas plutôt vous rajouter des questionnements, des inquiétudes et du coup, au final, ça risque plutôt de rajouter un fardeau. Donc, c'est cette notion qui est importante aussi d'accompagnement. Donc, nous, le but sera, en fait, quand on aura cet outil, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du coup du TASDA, de pouvoir tester en fait cet outil qui s'appelle Eticam et de pouvoir accompagner en fait ce questionnement-là. Mais voilà, c'est déjà un questionnement qu'on peut avoir et qu'on peut poser
avec les bénéficiaires au domicile pour accompagner toute cette démarche. Donc, le message en gros, c'est de se dire, la téléassistance, il y a une constante évolution, il y a des solutions qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pouvoir du coup s'informer régulièrement. L'utilisation actuelle, elle est plus sur la détection que le repérage des fragilités, parce que du coup, il reste voilà, comme on a pu le voir, la gestion de ce repérage, comment on les prend en chute, compte. on revient sur le bracelet de détection de chute plutôt. Non, sur la détection de chute, c'est-à-dire les capteurs en tant que... Donc, repérage de l'inactivité plutôt. voilà, c'est ça. Le repérage de situation anormale, le passer trop de temps ou voilà, dans un espace, mais c'est grâce aux capteurs, en fait, l'inactivité et les capteurs servent aussi à la détection de chute en fait. Ensuite, du coup, les cas d'usage, on peut se dire auxquels on pense le plus, ça va être une personne vivant seule à domicile fragilisée, potentiellement avec des troubles cognitifs qui, du coup, ne portent pas son bracelet. Donc voilà, c'est vraiment de se dire effectivement le cas d'usage de la personne à domicile, c'est effectivement plus ce profil-là. Il y a vraiment une importance d'évaluer les besoins et les contraintes. euh, Avec les téléassisteurs aussi, parce que chaque système va avoir du coup effectivement des contraintes différentes, notamment sur la question de, comme on parlait, des animaux de compagnie ou sur, on va dire, le type de logement, s'il est plus ou moins grand, il peut y avoir des contraintes. Donc voilà, ça peut être discuté directement avec les téléassisteurs. Et puis, la téléassistance active peut être proposée comme alternative à la vidéosurveillance. Pour nous, c'est vraiment voilà, une question qu'on a mis en avant avec cet outil Eticam, de se dire, ben voilà, effectivement, à prendre en compte dans des situations où on a cette question un peu d'éthique autour de la vidéosurveillance. Est-ce que vous avez des questions maintenant, du coup, avec l'ensemble des informations? Et puis, n'hésitez pas que ce soit pour moi, pour Magali ou... sur le côté technique, ou sur les questions pour trouver des informations. Je vais juste refaire une petite parenthèse, moi justement, sur ce côté, la vidéosurveillance. Dans la version filaire que nous, on propose, on a aussi une caméra qui est couplée au détecteur d'ouverture de la porte. Et en fait, cette caméra, c'est juste un appareil photo qui va prendre des photos en rafale dès que la porte va être ouverte. Ça, c'est stocké sur nos serveurs et c'est uniquement accessible aux bénéficiaires et aux forces de l'ordre au cas où, puisqu'on a eu des cas d'abus, notamment là sur Angers, où pendant la période des fêtes, l'arnaque au faux calendrier ou ce genre de choses. Et le fait d'avoir ces photos à disposition, ça a été rassurant. Donc on n'est pas là dans la télésurveillance, on n'est pas, voilà, c'est une alternative que nous on peut proposer aussi. C'est rassurant. C'est pas systématique. Les aidants peuvent avoir aussi accès au niveau de l'appli aux photos avec notre accord, enfin, toujours dans le cadre RGPD et tout ce qui va bien au niveau consentement. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut exister chez nous. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas du tout. On a été très très clair. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas. Vous avez aussi le contact, donc c'est contact.tasda.fr. Bon, après, sinon, vous avez mon mail directement aussi, vu que je vous ai envoyé le lien. Le replay, vous l'aurez. Vous pouvez le diffuser. Le lien, vous n'hésitez pas si voilà, vous connaissez d'autres professionnels ou à la limite même voilà, des bénéficiaires, des potentiels bénéficiaires qui pourraient être intéressés, vous pouvez effectivement transmettre le lien qui sera accessible voilà, si vous le transmettez en copie. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va du coup s'arrêter. Merci Magali de votre participation. Merci. Et puis du coup, merci Marjolaine voilà, pour ce travail réalisé ensemble. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à nous solliciter si par la suite vous avez d'autres questions qui vous viennent. Dans tous les cas, moi, je pourrais faire le relais avec Magali s'il y a besoin. Et puis sinon, je vous répondrai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.